Donc, 9 milliards d'années d'histoire de la Terre. Alors, la grosse difficulté de la chose, c'est faire comprendre que la relativité du temps. Quand je dis à des gens, oh ben ça c'est pas vieux, ça n'a que 200 millions d'années, ils me regardent avec des yeux comme des soucoupes, parce que 200 millions d'années c'est vieux. Eh bien, pour vous faire apprécier la relativité du temps, si on prend quelque chose qui a commencé vers 1850 et qui s'achèvera vers 2300, c'est l'industrie, le dégagement de CO2, la pollution. Pourquoi ça s'achèvera vers 2300? C'est parce qu'on est à peu près sûr qu'à cette époque-là, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de charbon, il n'y aura plus rien. Donc notre pollution s'arrêtera par l'absurde. Entre-temps, on aura peut-être un peu fait des dégâts à la Terre. Et ça paraît très long, ça c'est 450 ans. 450 ans, c'est l'écart qui sépare la Saint-Barthélemy, guerre de religion, et maintenant. Eh bien, ces 450 ans, c'est 10 moins 7 du passé, simplement du passé de la Terre. C'est-à-dire cette longue histoire qui va esquinter la planète, c'est contenu dans l'épaisseur du trait vert ici. Donc, il faudra toujours jongler avec les échelles de temps. Une autre façon de voir, la Terre va durer, elle a 4 milliards et demi, elle va durer 4 milliards et demi, ça fait à peu près 9 milliards d'années. Bruno m'a donné 75 minutes, enfin 1 heure et demie, ça fait 75 minutes, question non comprise, ça fait 45 000 secondes, 4 500 secondes pour vous parler de 9 milliards d'années. Ça fait une demi-seconde par million d'années. Le genre Homo que vous voyez ici existe depuis à peu près 2 millions d'années. Si je voulais vous parler de l'histoire du genre Homo de façon homogène par rapport à tout le reste, j'aurais droit à 1 seconde. Je dirais Homo, c'est fini. Donc, c'est pas le choix que j'ai fait. La planète Terre évolue, tout le monde le sait. Les continents dérivent, les climats changent, tout change. Alors je vais vous montrer, simplement pour montrer tout change, 4 étapes depuis à peu près 700 millions d'années. 700 millions d'années par rapport à 4 milliards, c'est récent, c'est vraiment la fin. Hein. Voilà, alors la Terre aujourd'hui, vous la reconnaissez, on peut noter par exemple que les continents sont séparés et qu'il y a des glaciers au nord comme au sud. Enfin, au nord comme au sud. Si je vais il y a 240 millions d'années, 230, 240, ce qu'on appelle le Trias, eh bien, je vois que les continents sont réunis, il y a de glaciers ni au sud ni au nord. Ça a changé. Si je vais encore plus vieux, vers 390 millions d'années, je vois que les continents sont de nouveau séparés. Il n'y a plus de végétation. Regardez, avant, les continents étaient verts. Il y avait des fois des déserts, bien sûr, mais ils étaient verts. Maintenant, ils sont marrons. Il y a un peu de vert sur les bords, mais ils sont marrons. Il n'y a pas de végétation terrestre et il n'y a pas de glaciers au pôle. Au sud, au pôle nord, il n'y a pas de continent, donc on ne peut pas savoir. Et si je remonte encore dans le temps, là on est entre 700 millions d'années, donc par rapport à 390, regardez les changements, les continents sont au même endroit, et surtout la Terre est entièrement glacée. Il y a 700 millions d'années, c'est ce qu'on appelle la Terre boule de neige, la Terre est entièrement glacée. Vous voyez le nombre de changements qu'il y a eu en simplement 700 millions d'années, qui est le dernier 6e de l'histoire de la Terre, ou quelque chose comme ça. Alors, on va étudier quelques-uns de ces changements et leurs causes probables. Les causes probables intellectuellement, c'est la dynamique interne, tout ce qui se passe à l'intérieur, le manteau qui convecte et tout ça. C'est l'atmosphère, c'est le Soleil qui peut changer. C'est pas dessiné ici, c'est l'orbite de la Terre qui peut changer. Et tout ça fait que, peut-être, ça va participer au changement qu'on vient de voir. Alors, le premier changement, je vais donc utiliser 5 changements majeurs qui fait qu'on en est arrivé là. Le premier changement, c'est entre aujourd'hui et, mettons, il y a 18 000 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on note? Bon, vous connaissez la map monde. Il y a des glaciers sur le Groenland et il y a des glaciers sur l'Antarctique. Si je viens il y a 18 000 ans, 18 000 ans, c'était l'époque où les gens de Lascaux peignaient, entre autres, des rennes. Eh bien, il y a 18 000 ans, les gens de Lascaux peignaient des rennes parce que les glaciers étaient beaucoup plus près. Les glaciers arrivaient à Londres, c'était bien, il n'y avait plus d'anglais, ils étaient sous la glace. En Allemagne, regardez la taille des glaciers au nord et au sud. Donc, entre 18 000 ans et maintenant, le climat s'est drastiquement réchauffé. Ce n'est pas le déplacement des continents, parce qu'en 18 000 ans, les continents ils n'ont bougé au maximum que 2000 mètres. Donc, vous voyez un changement. Ça, c'est il y a 18 000 ans. Si je reviens il y a 120 ou 130 000 ans, eh bien, j'ai de nouveau la situation comme aujourd'hui, avec des glaciers au Groenland et en Antarctique, rien ailleurs. Donc, le climat, depuis un certain temps, fait que coup de froid, comme il y a 18 000 ans, coup de chaud, coup de froid, coup de chaud, coup de froid, coup de chaud.
Alors les géologues sont des gens très intelligents, très bien outillés. Avec des méthodes diverses, on peut mesurer les variations de température sans aucun problème jusqu'à il y a 800 000 ans. Après, il y a d'autres méthodes, mais là, je m'arrête au premier million d'années. Ça, c'est la variation de température. 0, c'est la température actuelle. Hein. C'est pas qui fait 0 degré. La température en Antarctique, le 0 correspond à peu près à moins 40, en fait, c'est au milieu de l'Antarctique. Vous voyez que ça varie entre des écarts qui font quasiment 10 degrés. Ça, c'est la variation de température au niveau des tropiques. Les variations de température sont à peu près 2 fois plus faibles, mais elles sont corrélées. Quand il fait chaud dans un endroit, il fait chaud dans l'autre et vice-versa. Donc il y a des variations de température qu'on a découvert il y a longtemps, qu'on a découvert les vieilles traces glaciaires, comme ça. On a pu corréler ça aux variations du gaz carbonique atmosphérique. On sait sans problème analyser le CO2 atmosphérique sans aucune incertitude. Même Allègre, et peut-être même Trump ne conteste pas ça. Bon, Trump, il ne conteste rien parce qu'il ne sait rien, mais Allègre ne le contestait pas. Vous voyez les variations de CO2 qui varient de 200 à 280 ppm, c'est partie par million en volume. Et vous voyez que c'est corrélé. Quand il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, il fait chaud. Quand il n'y en a pas beaucoup, il fait froid. Et c'est également corrélé aux variations de certains paramètres orbitaux de l'orbite de la Terre. L'orbite de la Terre, des tout soit parfaitement régulière. Aristote s'arracherait les cheveux par poignée. Vous avez l'ellipticité de l'orbite de la Terre qui varie, l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan de l'écliptique qui oscille, la précession des équinoxes qui fout sa merde. Et en fait, tout ça fait que l'insolation moyenne sur la Terre, et surtout au niveau des hautes latitudes, varie. Et on comprend que si l'insolation varie, ça fait varier la température. S'il y a plus d'insolation, il fera plus chaud. S'il y en a moins, il fera moins chaud. Et ça, c'est un bel exemple de rétroaction positive parce qu'il y a un double problème. Le premier problème, c'est les variations d'insolation. On peut les calculer, on a toutes les lois de la physique, et on peut voir la variation de température que ça doit faire. Si j'augmente l'ensoleillement de 0,1%, et le résultat serait beaucoup plus faible que ce qui est mesuré. Alors on dit oui, mais c'est le CO2 qui fait varier la température. Mais alors pourquoi l'orbite de la Terre ferait varier le CO2 ? Ou pourquoi le CO2 ferait varier l'orbite de la Terre ? Donc vous avez tout un exemple de rétroaction qui fait quoi ? Alors qui fait quoi ? Je simplifie à outrance. Ce qui est indépendant de tout le reste, c'est l'astronomie. On a beau chauffer la Terre, monter le CO2, on ne va pas faire varier l'orbite de la Terre. Donc l'astronomie augmente un peu la température parce que c'est comme ça. Il y aura donc un peu moins de glace, un peu moins de neige, il fait un peu plus chaud. Deuxièmement, s'il fait un peu plus chaud, la température de l'océan augmentera un petit peu. S'il y a moins de neige et moins de glace au pôle, la Terre est moins blanche. Or, vous savez que le blanc renvoie l'énergie vers l'espace. Donc, moins de neige, moins de glace, on renvoie moins d'énergie vers l'espace et la température monte. Un océan plus chaud contient moins de CO2 qu'un océan froid. Le CO2 est beaucoup plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Si vous réchauffez l'océan, il y a un peu de CO2 qui part dans l'atmosphère, ce qui, par augmentation de l'effet de serre, fait monter la température. Inversement, si l'astronomie fait baisser la température. Et tous ces effets se cumulent, s'additionnent, et on a le résultat qu'on connaît. Et là, vous voyez que c'est intéressant. Depuis quelques millions d'années, l'astronomie, c'est le signal, c'est le déclencheur. Insignifiant, c'est un tout petit signal comme celui qu'on reçoit par la radio. Mais si on a un amplificateur, le très faible signal émis par un émetteur radio peut être transformé en opéra de Mozart, et même très fort. Et bien là, c'est pareil. L'astronomie donne le signal, le CO2 donne l'amplificateur, ainsi que les glaciers. Or, là, on est en train de faire une expérience assez extraordinaire, c'est que le signal ne varie pas. Depuis 250 ans, le signal n'a pas varié, l'astronomie n'a pas changé à cette vitesse-là, mais on augmente l'amplificateur, on augmente le CO2. Alors vous savez, quand on augmente l'amplificateur, des fois, j'espère que ça ne fera pas qu'aujourd'hui, il y a un effet de Larsen. Et parce que tout s'emballe. Et j'espère qu'on ne va pas obtenir un effet de Larsen climatique, parce qu'on monte l'amplificateur sans trop réfléchir à ce qui se passe. Ça, c'était le premier changement climatique. L'astronomie commande, le CO2 et les glaciers amplifient. L'homme augmente l'amplificateur sans s'occuper du reste. Alors, deuxième changement dont je vais parler, c'est le refroidissement qu'on a depuis 50 millions d'années. Alors, 50 millions d'années, tout à l'heure, c'était pas long, c'était 100 000 ans. 100 000 ans, il y avait déjà des Homo sapiens. Là, c'est 50 millions d'années. MA, ça veut dire millions d'années. Quand j'écris GA, ça veut dire milliards d'années. Si je regarde la Terre telle qu'on peut la reconstituer, ça c'est le travail un siècle de travail de géologue, eh bien, il y a 15 millions d'années, il n'y avait pas de glace au Groenland,
mais il était couvert de toundra. Ce n'était pas des forêts, c'était toundra, c'est marronasse, c'est pas vert. Mais il y avait encore il y avait de la glace à l'Antarctique. Donc le climat était un peu plus chaud que maintenant, mais pas trop plus chaud. Encore des glaciers au sud. Il y a 50 millions d'années, alors là on commence à voir que les continents ne sont pas tout à fait à la même place. Hein. Ça bouge de quelques centimètres par an, mais sur 50 millions d'années, ça bouge de quelques 50 millions de centimètres. Donc ça commence à faire quelques centaines de kilomètres, et ça se voit. Mais le Groenland est couvert de forêts, il y a des fossiles qui le montrent, et l'Antarctique est couvert de forêts. Donc de 50 millions d'années à 15 millions d'années, et encore plus à maintenant, il y a un refroidissement drastique. Alors quand je dis ça, les gens m'accusent d'être climato-négationniste, etc. Non, c'est des observations et sur une grande échelle de temps. Alors on peut chiffrer ces variations de température avec des méthodes géologiques que je ne détaillerai pas. En moyenne, depuis 50 millions d'années jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, la Terre a perdu 8 degrés. Donc les 4 degrés qu'on nous annonce pour la fin du siècle en plus, c'est rien. Sauf que regardez combien de temps ça a mis pour changer de 8 degrés. Là, ça va changer de 4 degrés en rien du tout. C'est donc une différence majeurissime. Et cette variation de température est corrélée à une variation de CO2. La variation de CO2, actuellement, on va dire c'est 300 ppmv, là, et ça montait jusqu'à 1000 ppmv à cette époque-là. Et ensuite, c'est un peu redescendu. Donc, on a des variations de température très importantes, 8 degrés en moyenne, et des variations de CO2 d'un facteur beaucoup. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ça varie? Alors, ce n'est pas les variations, les oscillations astronomiques, et sur une période de 100 000 ans, ce n'est pas ça qui fait varier sur des millions d'années. Il y a deux causes majeures, il y en a d'autres, mais je vais en simplifier en disant deux causes majeures. Première cause majeure, c'est que jusqu'à il y a 50 millions d'années, l'Antarctique était relié à l'Australie. Il y avait une mer très peu profonde et juste avant, il n'y avait pas de mer. Était relié à l'Amérique du Sud par un chapelet d'îles. Il y avait une subduction ici, il y avait un chapelet d'îles. Il était impossible à un courant de faire le tour de l'Antarctique. Les tours du monde en solitaire et tout ça, le Vendée Globe aurait été beaucoup plus long. Il y a 15 millions d'années, l'Antarctique s'est séparé et de l'Australie et de l'Amérique du Sud, et un courant circumpolaire a pu s'établir. Et ce courant circumpolaire est alimenté en froid par les icebergs. Je ne vais pas vous dire, mais ça refroidit complètement, ça change complètement la circulation de l'océan mondial, au moins les 2/3 sud de l'océan mondial, et ça change complètement le climat mondial. Donc là, une des deux causes du refroidissement, c'est l'établissement d'un courant circumantarctique. Ça, c'est la dérive des continents. La deuxième cause, regardez il y a 50 millions d'années, regardez il y a 15 millions d'années, c'est que l'ensemble Afrique, Arabie, Inde rentre dans l'Eurasie. L'Arabie nous rentre dedans. Quelle horreur! Et le résultat, c'est que ça fait une gigantesque chaîne de montagnes qui va des Pyrénées aux Alpes jusqu'à l'Indonésie quasiment. Et je vais vous montrer dans les diapos qui viennent qu'une chaîne de montagnes, ça absorbe énormément de gaz carbonique. Donc si ça absorbe du gaz carbonique, ça fait baisser l'effet de serre. Donc ça fait baisser l'effet de serre, donc ça fait baisser la température. Et c'est pour ça que la température baisse, 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 baisse. Je ne parle pas de la remontée qui est contenue dans l'épaisseur du trait et qui est due à notre consommation. Alors pourquoi une chaîne de montagne fait baisser le CO2, donc la température? Parce qu'une chaîne de montagne, c'est la proie de l'érosion, tout le monde le sait, mais également de l'altération. L'altération, c'est des réactions chimiques qui se font à la surface, on va dire dans les 10 premiers mètres. Alors vous prenez deux roches parfaitement au hasard, un granit, un basalte, le sol, eh bien l'eau qui percole dans ce sol, elle contient un peu de gaz carbonique dû à celui qui est dans l'atmosphère. Dans ce sol, il y a des racines, il y a des vers de terre, chers à Hubert, il y a des champignons, racines, vers de terre et tout ça, ça respire, ça dégage du CO2. Donc les eaux qui circulent dans le sol sont chargées de CO2. CO2 qui vient de l'atmosphère, absorbé par les plantes et rendu. Et puis ça sécrète les plantes, c'est des acides humiques, enfin des saloperies diverses et variées. Et on a des eaux très agressives, les eaux des sols sont agressives à cause du CO2 et à cause des acides humiques. Et ça altère les roches. C'est une réaction chimique, alors très simplifiée, c'est peut-être la seule équation que je vais écrire. Vous prenez des roches, du basalte, du granit. Il faut que ces roches contiennent des silicates de calcium, ce qui est le cas de la grande majorité des roches. Prenez du CO2, qui arrive de la respiration des vers de terre d'Hubert.
qui arrive de l'eau, de pluie, ça réagit, tout ça, ça fait des réactions chimiques, ça fait des argiles qui restent dans le sol, c'est pour ça qu'on se promène en Bretagne, la boue vous colle aux pieds, et ça fait des ions, en particulier calcium et H autrement, hydrogénocarbonate, qui partent par les rivières dans la mer. Et dans la mer, il se dépose du calcaire, par exemple des coraux. Le bilan, c'est qu'il y a du CO2 qui, via le calcium pris dans les roches, va donner du calcaire. Actuellement, il y a à peu près 10 puissance 8, ça fait 0,1 gigatonnes par an, de CO2 qui est pris dans l'atmosphère pour faire du calcaire. Ça, c'est une bonne raison. Et c'est pour ça que le climat se refroidit depuis 50 millions d'années, les courants et la gigantesque chaîne de montagnes, parce que les Arabes nous rentrent dedans. C'est du deuxième degré hein, quand je dis du mal des Arabes. Troisième changement. Alors on se met il y a 250 millions d'années. Et il y a 250 millions d'années, pour les géologues c'est la fin du Permien, il y a le plus important volcanisme aérien depuis au moins 600 millions d'années. Alors pour vous montrer, ça c'est de la France que j'ai colorié en jaune, vous voyez la taille de la France. Là le mode de projection ne change pas les surfaces, et voici la surface recouverte par les coulées de lave il y a 250 millions d'années en Sibérie. C'est 3-4 fois la France. Donc c'est un volcanisme énorme, et ce volcanisme énorme est contemporain de la plus grande crise biologique, vous savez qu'il y a des extinctions, tout le monde en parle, qu'on connaît depuis ces mêmes 600 millions d'années. Donc c'est un volcanisme énorme, contemporain d'une des crises volcaniques, la plus grande crise volcanique depuis 600 millions d'années. Alors pour vous montrer que c'est énorme, en carte, voici la carte des endroits où il y a des coulées ou des cendres volcaniques. L'échelle, ça c'est 1000 km, hein. Vous voyez, c'est énorme. Et en épaisseur, il y en a jusqu'à 3 à 4 km d'épaisseur. Voilà un empilement de coulées. Chaque falaise, c'est une coulée de lave. Alors là, il y a peut-être 600 mètres du haut en bas de la montagne, parce qu'il n'y a pas de falaise de 4000 mètres là, mais vous voyez des coulées, des coulées, des coulées, des coulées, des coulées. Ce volcanisme exubérant fait des perturbations, parce que ça dure peu de temps, tout est fini en moins de 5 millions d'années. 5 millions d'années, c'est rien. Ce volcanisme fait des perturbations climatiques garanties, qui seraient à l'origine des crises biologiques. Alors, comme je vous dis, vous savez qu'il y a des crises biologiques. Ici, j'ai mis 4 animaux et 2 végétaux fossiles qui n'existent plus maintenant. Donc, tous ces animaux, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et végétaux, il y a celui-là et celui-là. Tous ces animaux et ces végétaux ont aujourd'hui disparu. Alors, disparition, en général, c'est assez régulier. Il disparaît en moyenne, pour simplifier, 10% des espèces tous les millions d'années. Mais ça se renouvelle. Il y en a 10% qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Mais de temps en temps, il en disparaît beaucoup, beaucoup plus qu'il n'en apparaît. Et c'est ce qu'on appelle des crises de la biodiversité, des crises biologiques. Depuis 600 millions d'années, il y en a 5. Celle de l'Ordovicien, celle de la fin du Dévonien, celle dont je parle actuellement à la limite Permo-Trias, celle de la fin du Trias et celle de la fin du Crétacé. Donc notre éruption volcanique majeure sont contemporaines de cette énorme crise où le nombre d'espèces, 50% totaux des animaux, 95% des espèces marines ont disparu. Hein, ça. Les espèces, on a failli, la vie complexe a failli y passer. Alors, pourquoi un tel épisode volcanique aurait-il engendré une méga crise biologique? Alors j'ai dit entre autres à cause des perturbations climatiques. Qu'est-ce que ça fait comme perturbations climatiques des gigas éruptions volcaniques? Ça met dans la troposphère, la basse atmosphère, énormément de poussière. Ça met dans la haute atmosphère énormément d'aérosols soufrés. Les poussières, ça fait de l'ombre. L'aérosol soufré, le soufre, ça renvoie l'énergie du soleil vers l'espace, c'est très blanc. Et donc le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui arrive au sol. S'il y a moins d'énergie qui arrive au sol, ça se refroidit. Et n'oubliez pas, après, si on commence à refroidir, ça peut faire des amplifications avec le CO2, les glaciers et tout ça. Et puis, les gaz volcaniques crachent, par exemple, beaucoup de soufre. Et le soufre, ça fait peut-être des aérosols là-haut, mais il y en a un peu qui reste en bas, et ça acidifie l'atmosphère, bonjour les pluies acides, et l'océan. Les coraux n'aiment pas beaucoup les eaux acides. Et je dis, la biosphère n'apprécie que très peu. Alors, la question, c'est que depuis 300 millions d'années, je prends que de l'époque moderne, entre guillemets, depuis 300 millions d'années, il y a eu 12 épisodes magmatiques géants. Qu'est-ce que l'épisode sibérien a de plus que les autres? Parce que c'est lui qui a fait, et de loin, la plus grosse crise. Il y en a 2 autres qui ont fait des crises, hein, que j'ai mis en rouge, mais moins grosses. Puis celle-là, le décan a été un peu aidé par une météorite.
Quand je dis un peu, c'est même sans doute beaucoup. Qu'est-ce que ce volcanisme sibérien a de plus que les autres? Alors d'abord, c'est le plus gros, mais il est ex-aequo avec celui du Karoo. Donc le Karoo est ex-aequo avec la Sibérie. La Sibérie, catastrophe biologique. Le Karoo, rien. Donc un épisode volcanique majeur semble nécessaire. Les 3 grandes extinctions sont associées à des crises volcaniques, mais absolument pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là? Première chose spéciale, c'est que juste avant, 5000 km au sud, il y en a eu un autre, le volcanisme d'Emechan. Et le climat devait être déjà perturbé, la biodiversité était un peu flagada. C'était pas une crise, mais enfin, c'était pas folichon. Juste, le volcanisme, ça s'arrête, voilà un autre qui repart. Ça n'a pas dû arranger les choses. Et puis, il y a autre chose, c'est que, comme chacun sait, il n'y a pas que la taille qui compte. Quand vous avez du volcan, s'il sort à travers du granit, du gneiss, etc., il n'y a pas de problème. Il sort, et quand on passe à travers du granit, c'est comme, ça fait du granit chaud, c'est comme un légionnaire qui sent bon le sable chaud. Si les basaltes traversent des roches sédimentaires, eh bien, il va chauffer les roches sédimentaires. Alors, il chauffe en traversant, mais il s'insinue à droite, à gauche, c'est un peu capricieux, le basalte. Eh bien, ça va faire plein de choses si les roches sédimentaires contiennent, par exemple, du gypse. Si les roches sédimentaires contiennent du gypse, vous les chauffez, ça dégage de l'acide sulfurique. Si ça contient du sel, la NaCl, ça dégage du chlore. Si ça contient des sulfures de fer, de la pyrite, ça dégage de l'H2S. Si ça dégage du charbon, ça dégage plein de méthane. Or, c'est dramatique, mais l'endroit où Dieu, dans son infini, enfin le grand créateur de la conférence d'il y a 2-3 jours, décide de faire sortir du basalte, il a choisi un endroit où il y avait plein de gypse, plein de charbon, etc. Donc au gaz volcanique, c'est déjà pas fameux, s'ajoutent tous les gaz qui sont dus à ce qu'il traverse. Et ça fait un cocktail gazeux mortel qui fait que la vie complexe a failli disparaître. C'est une des hypothèses communément admises. Il y en a d'autres. C'est rare que ces grandes extensions soient multifactorielles. Qu'elles soient monofactorielles. Elles sont en général multifactorielles. Mais ce que je viens de vous raconter, a priori, c'est bon. C'est une certaine unanimité. Alors, on va voir un 4e changement, l'avant-dernier changement, majorissime, j'ai mis. Alors là, c'est pas une crise, il va longtemps, il va de 390 à 300 millions d'années. Si vous regardez, là, les continents sont séparés, marron, il n'y a pas de végétation terrestre, il n'y a pas de glacier au pôle. Là, les continents sont verts, la végétation terrestre est apparue. Les continents sont un peu moins groupés, un peu plus regroupés, il y a une petite montagne qui commence à se faire là, et il commence à y avoir un petit peu de glacier au pôle sud. Et là, 300 millions d'années, il y a énormément de glaciers au pôle sud. Les continents sont presque regroupés. Il y a la Sibérie et la Chine qui sont encore un peu séparés. Et il y a une énorme chaîne de montagnes que les gens, quand ils apprenaient quelque chose à l'école, ils disaient que c'était la chaîne hercynienne. Maintenant, ils soulignent le mot hercynien déjà écrit sur leur cahier. Donc, il y a des changements. Alors, en prime, la 2e grande extinction chronologique, on a dit qu'il y en avait 5, la 2e en partant de la plus vieille, elle est là. Elle est entre 365 et 370 millions d'années, juste après que les continents aient été colonisés par la végétation terrestre. J'aurais mis une image à 380, les continents auraient été verts, comme ici. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc là, c'est pour montrer une carte avec les fossiles de la colonisation des terres émergées par les végétaux, d'abord un couvert végétal limité, puis ensuite un couvert végétal forestier. Alors bien sûr, ce n'était pas du tout les mêmes arbres que maintenant, c'était que des fougères arborescentes, des prêles, éventuellement des gymnospermes. Les angiospermes, les plantes à fleurs normales n'étaient pas encore inventées, mais il y avait plein de forêts partout. Alors, une petite parenthèse, je ne suis pas biologiste, mais pour qu'il y ait des forêts, il a fallu que les mutations, a priori aléatoires, inventent un composé majeur qu'on appelle la lignine. Et la lignine, ça permet aux plantes, au lieu d'être mollassons comme les algues qu'on trouve sur les plages bretonnes, deviennent raides, comme celle-là, ou encore plus raides si c'est un arbre. Et il y a des réactions moléculaires diverses qui ont été, entre guillemets, inventées, fermez les guillemets, à cette époque-là, qui a permis aux végétaux, qui existaient déjà, mais qui étaient des vagues machins de tout mollasson, d'inventer la lignine, ce qui a permis de faire des tissus qui se tiennent. Et la sélection darwinienne, ensuite, a bien fait tout ça sur les continents. Donc là, c'est une invention, entre guillemets, biologique, qui
qui est à la cause de cette colonisation des terres par les végétaux. Alors, juste après que la Terre a été finie d'être colonisée par les végétaux, je parle de la Terre émergée, les algues, il y en avait depuis très longtemps, et bien patatrac, grosse extinction marine. Il ne peut pas y avoir une extinction continentale, il n'y avait rien avant sur les continents. Donc on vient de mettre quelque chose, et juste après, patatrac, extinction marine. Alors il y a plein de causes pour expliquer ces choses, mais la principale, d'après les informations géologiques, c'est que l'océan a subi une anoxie générale. Pendant quelques millions d'années, l'océan a été drastiquement privé d'oxygène. Et tous les êtres vivants aérobies, alors il y a plein de bactéries qui se passent d'oxygène, mais disons les poissons, qui existaient déjà, sont morts par cette manque d'oxygène. Alors, cette anoxie généralisée serait la conséquence, entre autres, du développement du couvert végétal sur les continents. Et je pense qu'un géologue de l'époque, on aurait vu les arbres se développer, un écologiste de l'époque, c'est bien, il y a les arbres, tout ça. Eh bien, les arbres, on va le voir dans la diapo suivante, ont été probablement, très probablement, la cause, les arbres sur les continents, ont été la cause de la mort de la vie marine à l'époque. À la suite d'un enseignement de choses qui montrent que les écosystèmes, c'est très complexe, et que quand on touche quelque chose, on ne connaît pas forcément toutes les conséquences. Alors nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on touche plein de choses. Les conséquences que ça va avoir, c'est pas... Alors vous dites qu'on n'est pas les premiers. Les arbres l'ont fait il y a 370 millions d'années. Mais les arbres, ils ne le savaient pas qu'ils jouaient au con. Nous, on le sait. Une petite différence. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les arbres? Alors des arbres poussent. Alors à cette époque-là, il y avait peu de décomposeurs. Donc la matière organique, les troncs d'arbres morts, tout ça, ça s'accumule dans les sols. Avant, il y avait très peu de sols. Maintenant, il y en a beaucoup. Ces sols vivent et respirent, avec les lombrics du berre, ceux qui sécrètent acide humique et CO2. Acide humique et CO2 attaquent les roches du sous-sol, on l'a vu, ce qui libère des sels minéraux. L'érosion des fleuves, voilà donc la forêt, le sol avec plein de sels, ça, et les sels minéraux partent. Ils vont à la mer. Mais comme les arbres se décomposent peu, les arbres pourrissent mal, un gros orage, et les arbres partent aussi. Et les sols sont mal fixés, la matière organique des sols part. Donc, vous avez des sels minéraux, de la matière organique des sols, des arbres morts qui pourrissent mal, qui partent. Ils arrivent à la mer. Ah, j'ai appuyé trop. Alors, les sels minéraux arrivent à la mer. Bloom planctonique. Comme en Bretagne maintenant, il y a trop de nitrates, il y a du plancton, il y a des algues et tout ça. Donc, bloom planctonique à cause de cette arrivée de sels minéraux. Les cadavres des algues et du plancton. La matière organique des sols arrivée par les rivières, le bois mort arrivé par les rivières, tout ça, ça arrive aux côtes, ou ça tombe au fond de la mer. Et tout ça, ça se décompose. Et la décomposition des cadavres consomme tout l'oxygène, et les océans sont eutrophisés, comme quand il y a trop de nitrates dans un machin, il y a trop de plancton, et c'est eutrophisé. Et une grande proportion des animaux, même des végétaux marins, meurent privés d'oxygène. Donc, selon ce scénario, les arbres sur les continents ont été la cause, un élément majeur de la cause de l'extinction du Dévonien supérieur. Ils ont comme excuse qu'ils ne le savaient pas. Puis vient le plus terrible coup de froid, toujours dans cette époque-là. Regardez comment c'était donc il y a 350 millions d'années. Petit glacier au sud, petite montagnette. À 300 millions d'années, énorme montagne, la chaîne hercynienne, qui est juste à l'équateur, en prime, donc il pleut beaucoup et tout ça. Et énorme glacier. Le plus terrible coup de froid des 600 derniers millions d'années. Pourquoi tout ça? Alors d'abord, pour montrer ce coup de froid, ça c'est la latitude des glaciers les plus au sud, je ne parle pas des glaciers de montagne, sur la Terre. Actuellement, les glaciers vont jusqu'au 5, grosso modo, le Groenland, le sud du Groenland, c'est peu par là. Et ils ont commencé il y a 20 millions d'années à peu près, les glaciers. Avant, pendant l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de glaciers, sauf peut-être sur quelques très hautes montagnes. Et vous voyez, à cette époque-là, il y en a, ça dure longtemps, ils sont très grands, et ils vont beaucoup plus près de l'équateur que maintenant. Et si on regarde le CO2, alors c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de glace polaire pour trouver des bulles d'air, mais si on regarde ce que fait le CO2 pendant cette époque, là le CO2 est très bas, 1, de 300 ppm. On a vu que depuis 50 millions d'années, c'est ce qu'on a vu il y a 10 minutes, il baissait. Mais si je regarde depuis 300 millions d'années, il était 10 fois plus important il y a 200 millions d'années. Il a été divisé par 10 en 200 millions d'années. Par contre, avant, il est monté. Et à l'époque du Carbonifère, là où j'ai tout ça, mes glaciers, à cette époque-là, là-haut,
eh bien le CO2 est à peu près aussi bas que maintenant, et d'ailleurs il fait presque aussi froid que maintenant, plus froid que maintenant. Alors pourquoi tout ça? Il y a deux raisons qui font baisser le CO2, et si le CO2 baisse, la température baisse. C'est la chaîne hercynienne, rappelez-vous cette énorme chaîne de montagnes, elle fait comme les Alpes, l'Himalaya, mais que je dirais en mieux, donc elle fait baisser le CO2. Et puis, il y a le cycle du carbone. Alors, regardez pas toutes ces flèches. Ce qu'il faut regarder, c'est là-haut. Vous avez le CO2 dans l'atmosphère et dans l'océan. Vous avez les plantes ou les bactéries photosynthétiques qui absorbent le CO2 pour faire la matière organique, leur biomasse, et qui rejettent de l'oxygène. C'est pour ça que 95% des écologistes vous disent qu'une forêt fait de l'oxygène. Mais ils ont tort. Parce qu'il y a un de nos conférenciers qui a eu une belle image. Il a dit, imagine, pour faire baisser le CO2, on va planter des arbres à croissance rapide. Il a cité l'eucalyptus. Et dans 50 ans, il y aura plein de CO2 stocké sous forme d'eucalyptus. C'est vrai pour dans 50 ans. Alors, c'est pas bon pour la biodiversité, parce que dans une forêt d'eucalyptus, il n'y a pas grand-chose. Mais les eucalyptus, au bout de 50 ans, on peut les couper. Parce que l'arbre est grand. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on le laisse par terre, il pourrit. Il prend l'oxygène, le bois, et ça refait du CO2. C'est-à-dire, on va faire du cagette de légumes ou du papier pour remplacer les verres en plastique. Mais les verres en papier, ça sera meilleur pour les tortues que les verres en plastique, mais à la fin, ça va brûler. On va dire, on va faire des meubles. Vous connaissez beaucoup de meubles qui datent du bas Moyen-Âge? Non, ils ont tous disparu. Donc même si vous stockez sous forme de meubles, ça disparaît très vite. Donc si vous voulez que le CO2 pris soit stocké, on va dire plus de quelques siècles, il faut empêcher que le bois, d'eucalyptus en l'occurrence, pourrisse, soit brûlé, choses comme ça, pour qu'il redevienne CO2. Et la seule façon sur le long terme de l'empêcher, c'est de le transformer en charbon, en pétrole, en gaz naturel et tout ça. Donc, si vous voulez faire baisser le CO2 avec des eucalyptus, il faut prendre des eucalyptus. Quand ils sont grands, on les coupe et on en fait un tas quelque part où ils ne s'oxyderont pas. Zéro charançon, zéro champignon, zéro lithophage, rien, c'est pas possible. Donc la seule façon, ça serait de fabriquer de nouveaux gisements de charbon. Alors il y a des endroits, le géologue vous dire, si vous mettez vos arbres morts là, pour des raisons géologiques, ça fera un nouveau gisement de charbon. Et c'est la seule façon de stocker le CO2 atmosphérique avec des forêts. Je ne sais pas si le jeune Nicolas H a compris tout ça. Eh bien, il se trouve qu'au Carbonifère, justement, s'il s'appelle Carbonifère, c'est parce que c'est une époque où on a fait beaucoup de charbon. Donc il y a beaucoup de CO2 qui a été pris par les forêts et qui n'a pas été respiré par les insectes et tout ça qui existait, mais qui est devenu charbon. Alors je vous montre une forêt qui est devenue charbon, dans la montagne, on le voit, parce que le bois a mal pourri pour des raisons X ou Y. Et d'ailleurs, si on regarde les réserves de charbon, combien de milliards de tonnes de charbon se déposent par millions d'années, vous voyez que c'est le Carbonifère et le Permien où se dépose le plus de charbon par millions d'années. Et c'est pour ça que ça a absorbé du CO2. Le CO2, il n'est plus dans l'air, il est dans le charbon. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce coup de froid. Conséquence annexe de ça, c'est que si vous absorbez du CO2 pour faire du charbon, l'oxygène libéré ne sera pas réoxydé. Eh bien, au Carbonifère, l'oxygène est monté jusqu'à 35%, alors que maintenant, il n'est qu'à 21%. Donc, imaginez un débat politique, vous savez qu'il paraît que l'oxygène, ça excite, un débat politique à 35% d'oxygène, les gens se taperaient dessus tout le temps. Il y a un roman de Jules Verne, La fantaisie du docteur Ox, où justement, le docteur Ox augmente l'oxygène dans une ville et tous les gens se battent, c'est extraordinaire. Lisez l'histoire du docteur Ox, dont le prénom est d'ailleurs Hygiène. Cinquième et dernier changement détaillé ici, quel changement? Les épisodes boule de neige. La Terre, il y a 700 000 ans, c'était ça. Alors les changements, c'est le climat. Les continents sont de nouveau pas à la même position. Ça change tout le temps, les continents. Alors, comment on le sait? Alors, c'est un travail de géologue. On trouve des roches X ou Y typiques des climats glaciaires, des roches rayées, des cailloux qui tombent en pleine mer. Pour faire tomber un gros caillou en pleine mer, il faut qu'il y ait un iceberg au-dessus qui fond et qui lâche son caillou. Et si on regarde où est-ce qu'on trouve tous ces enregistrements glaciaires, il y a 700 millions d'années, on voit que les continents étaient plutôt à l'équateur, déjà, et on en trouve partout. Il y avait des icebergs et de la glace à l'équateur. S'il y avait des icebergs et de la glace à l'équateur, c'est qu'en quelques temps, on est passé d'une Terre avec des glaciers au pôle, ça arrive à peu près 10% de la longueur de l'histoire de la Terre et des glaciers au pôle. 10%, c'est pas exceptionnel. Hein. Si on augmentait mon salaire de 10%, je ne serais pas mécontent.
Et puis ces 10% sont devenus 20-30, et là, il y a 100% de glaciers partout. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Une hypothèse, qui n'est peut-être pas la seule, mais ça marche bien. Il y a 750 millions d'années, donc avant, les continents étaient tous réunis. Périodiquement, ça leur arrive de se réunir. La dernière fois, c'était la Pangée. Là, c'est la Rodinia, la patrie en russe. Il y a eu d'énormes éruptions volcaniques. Celle de Sibérie, à côté, c'était un bébé. Il y en a plusieurs. La majorité se font au milieu des continents, pas en bord de mer. Le milieu d'un continent, globalement, c'est beaucoup plus sec que le bord de mer. Donc, ces énormes roches basaltes volcaniques s'altéraient pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'altération dans le désert par rapport à l'équateur. Alors, entre parenthèses, cette énorme crise volcanique a dû faire une crise de la biodiversité terrible. Mais à l'époque, il n'y avait quasiment que des unicellulaires. Et c'est pas facile, avec des fossiles d'unicellulaires, de mettre en évidence des crises biologiques. Mais elle a dû être terrible. Vers 720 000 ans, cette Rodinia commence à se disloquer. Et nos masses de basalte, qui étaient au milieu d'un continent, se retrouvent au bord de la mer, et près de l'équateur. Et au bord de la mer, près de l'équateur, il fait chaud et il pleut. Donc on altère beaucoup. Or, le basalte est une roche qui contient beaucoup de calcium, donc finalement, ça fixe beaucoup de CO2. C'est pour montrer des basaltes qui s'altèrent. Pour lequel il y aurait des profs de SVT, je rappelle que quand on altère des roches relativement homogènes, ça fait des boules. Il n'y a pas que le granit qui fait des boules. Regardez ces bêtes boules de basalte contenues dans des prismes et des orgues basaltiques. Ça, c'est l'Auvergne, mais l'Auvergne est le plus beau pays du monde, c'est bien connu. Donc, le basalte s'altère, ça pompe le CO2, ça fait baisser la température, les glaciers grandissent, et plus les glaciers grandissent, plus de l'énergie du Soleil est renvoyée vers l'espace, et le phénomène s'emballe. Et le résultat, c'est que la Terre est devenue une boule de neige. Comment est-ce qu'on en est sorti de cette Terre boule de neige? Alors voilà le cycle du carbone qu'on a vu tout à l'heure. Quand la Terre est gelée, quasiment tout est arrêté. Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus rien. La seule chose qui continue, c'est ça. Et le CO2 qui sort, quand c'est d'un volcanisme aérien, il ne peut même pas se dissoudre dans la mer parce qu'elle est gelée, recouverte d'eau. Donc le CO2 finalement a monté, et on est sorti de la boule de neige. Alors, conséquence annexe qui n'est pas négligeable, c'est que la fin de la boule de neige correspond à l'émergence des métazoaires, c'est-à-dire des animaux compliqués. Alors je vous montre quelques fossiles d'animaux compliqués qui datent de cette époque-là, vers 600 et quelques millions d'années. Alors ce n'est pas les mêmes animaux que maintenant, il y en a plein, mais ils existent, ils sont compliqués, c'est plus des unicellulaires. Voilà à quoi devait ressembler un paysage à l'époque, au fond de la mer. Il n'y a pas encore de végétation terrestre. Et pourquoi est-ce que ces êtres compliqués explosent à la fin de la boule de neige? C'est que souvent, quand il y a une crise biologique, et la boule de neige en doit faire une terrible, on tue une bonne partie des êtres vivants qui existaient déjà. Par exemple, la crise crétacé-tertiaire, on tue 95% des dinosaures. Eh bien, les êtres qui existaient déjà, les mammifères, mais ils étaient discrets, petits, c'est rien. Les dinosaures, quand 95% des dinosaures meurent, et ils en profitent pour développer. Ben, ça a dû être pareil à l'époque. Il n'y avait que des unicellulaires partout, ils sont presque tous morts. Il devait y avoir quelques pluricellulaires tout timides. Les niches écologiques se sont vidées, ils en ont profité. Et tous les métazoaires, nous, serions sans doute les fruits de cette explosion biologique qui a suivi la boule de neige, qui a suivi le volcanisme. Merci la géodynamique interne protérozoïque. Alors là, c'est un arbre biologique pour montrer que l'explosion des animaux compliqués, justement, colle. Ça, c'est un arbre qui a été fait avec les molécules, donc c'est pas de la géologie, mais c'est de la phylogénie moléculaire. Et l'explosion, en particulier les deux grands groupes, les deutérostomiens et les protérostomiens, datent de cette époque-là. Nous sommes les fils de la déglaciation strucéenne. Pensez-y quand vous regardez la glace le matin. Il y a des gens qui se pensent être présidents, pensez à la glaciation strucéenne et remerciez-la. Alors, avant 700 millions d'années, qu'est-ce qu'on peut dire avant 700 millions d'années? Alors, ça va aller plus vite parce qu'on connaît beaucoup moins bien. Mais il y a des choses qui évoluent régulièrement. Puis il y a des choses qui évoluent à coup de crise. Alors, je vais vous citer quelques exemples d'évolution régulière ou d'évolution à coup de crise. Alors, évolution régulière, c'est l'énergie, enfin la puissance du Soleil. Les astronomes nous disent, on va les croire, que une étoile de type solaire, voit sa puissance à la louche augmenter de 10% par milliard d'années. C'est une exponentielle.
Et, alors ça va continuer, ça c'est pour le futur, mais avant, les astronomes nous disent le Soleil devait être faiblard, 0,4, 0,5, 0,6 de la luminosité actuelle. Donc avant, on devait avoir un Soleil plus faible que maintenant. Donc a priori, une température plus froide. Ça, c'est les astronomes qui nous le disent, on va les croire. Mais on va les croire, je m'appelle Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, que nous disent les roches à propos de ces époques lointaines? Alors là, c'est des roches sédimentaires datant de 3,2 milliards d'années, donc on est quand même loin, hein, on est par là. On a vraiment un Soleil très faible. Et en étudiant ces roches, là encore, je ne vous dis pas comment, il y a l'histoire d'isotopes, on voit plein de choses. Par exemple, ici, on voit que la mer était liquide, elle n'était pas gelée, parce qu'on voit des vaguelettes, ici, on les voit bien, des vaguelettes, vous savez, sur les plages. Ça, c'est une plage fossile d'il y a 3,2 milliards d'années. Et puis des fois, la boue, ça sèche et on voit des fentes de dessiccation, d'il y a 3,2 milliards d'années. Et avec ça, on peut reconstituer les températures, l'humidité, on peut même avoir l'ordre de grandeur du CO2 atmosphérique. Et voilà le résultat. Alors, si vous montrez cette courbe à Trump, il sera très content, parce qu'on voit que le CO2 décroît exponentiellement au cours du temps. En gros, il est divisé par 10 tous les milliards d'années. Les variations actuelles, pour les voir, je les ai grossis 100 fois, c'est ce petit trait rouge ici, mais il date de 150 ans. Même les variations depuis l'homme préhistorique, c'est dans le trait rouge. Les variations que je vous ai montrées tout à l'heure avec le CO2 qui monte, qui descend au carbonifère, pour les voir, je les ai grossis 10 fois, pour qu'on les voit, sinon c'est trop petit. Mais voilà ce que fait le CO2 depuis 4 milliards d'années. Pourquoi il y en a de moins en moins? Parce qu'il est de plus en plus piégé dans les calcaires, coraux et tout ça. Les calcaires, ils s'en forment, ils s'en détruisent avec le volcanisme, la subduction, tout ça, mais ils s'en forment plus qu'ils s'en détruisent. Donc le CO2 baisse. Donc vous avez le Soleil qui monte, et le CO2 qui descend. Le Soleil qui monte, ça réchauffe. Le CO2 qui descend, ça refroidit. Qui croyez-vous qui a gagné? Le CO2 ou le Soleil? Eh bien, c'est le CO2 qui a gagné. Le CO2 refroidit plus que le Soleil ne chauffe, si je puis dire. Et d'après des arguments géochimiques, encore discutés, mais il y a un relatif consensus, la température de l'océan, il y a 3,5 milliards d'années, était en moyenne de 75 degrés. Elle est maintenant de 15 degrés. Donc il y a eu 60 degrés de baisse de la température, comme il y a eu beaucoup de baisse de température du CO2, la hausse du Soleil n'a pas compensé la baisse du CO2. Donc la vie a débuté quelque part par là, dans un bouillon de culture chaud. On parle souvent d'extrémophiles. Les extrémophiles, c'est nous, on est des animaux qui aimons le froid. Et la vraie vie a commencé dans le chaud. Alors, au point de vue dynamique interne, il y a une chose qui est d'une régularité parfaite, c'est la décroissance des éléments radioactifs. Ce qui fait que la Terre, à l'intérieur, est active avec le volcanisme, la technologie des plaques. C'est la radioactivité interne qui la chauffe. Or, la radioactivité décroît, alors, de façon inexorable. Tous ceux qui ont étudié la radioactivité, rappelez-vous, c'est une décroissance avec des lambda, des E puissance et tout ça, de mon temps, c'est en terminale. Je ne dis pas à quelle époque on le fait maintenant. Mais malgré cette décroissance régulière, on a passé un seuil vers 2,5 milliards d'années. Et ce seuil a fait qu'il y avait un ancien régime et un nouveau régime. C'est un petit peu comme vous êtes en voiture, vous avez une certaine vitesse, vous ralentissez, ça va très bien. Puis à un moment, ça va plus, ça fait pot, il faut changer de vitesse. Des fois, il y a malgré une décroissance continue de la vitesse, il y a des seuils. Donc, en géodynamique interne, il y a un ancien régime, je simplifie beaucoup, et un nouveau régime. Sachant qu'actuellement, la puissance dégagée par la Terre, c'est 46 puissance 12 watts. Donc l'équivalent de 46 tranches de centrales nucléaires à peu près qui chauffent l'intérieur de la Terre. Alors, si on étudie la géologie des temps anciens, pourquoi je dis qu'il y a une révolution? C'est parce que les roches, par exemple, ne sont pas les mêmes. Ça, c'est des roches volcaniques qui sont très rares dans la nature actuelle et qui sont très abondantes dans la nature plus vieille que 2,5 milliards d'années. Ça ne mijotait pas de la même façon dans le manteau à l'époque. Quand on regarde la surface des continents, qui occupent actuellement 3 continents émergés et continents immergés, le plateau continental, 3/7 de la surface, grosso modo, ça fait bien 2 milliards d'années que c'est presque constant. 1, c'est la surface actuelle. Avant, il y en avait des continents, mais très peu. Et puis, il y a une révolution, il semble, là encore, ça discute encore beaucoup, mais il semble qu'il y ait une explosion de la quantité de continents vers 2,5 milliards d'années. C'est ça que j'appelle l'ancien régime et le nouveau régime.
pas les mêmes roches volcaniques, pas les mêmes surfaces de continents. Et si on reconstitue tout ça, on peut dire que maintenant et depuis, on va dire, au moins 2 milliards, 2 milliards et demi d'années, la dynamique de la Terre, c'est ça. Des continents, des plaques, etc. Le volcanisme est tranquille. C'est la Terre actuelle qui est comme ça, à la position des continents près et au climat près, depuis, on va dire, au moins 2 milliards d'années. Avant, c'était plutôt ça. Plein de petites plaquettes, avec des petits continents, mais la surface était limitée, et tout ça, ça mijotait beaucoup plus vite. La convection interne était plus rapide, ce qui fait que les roches volcaniques ne sont pas pareilles. Et quand il y a eu le changement de l'un à l'autre, en plus, ça a fabriqué des continents, là encore, en 1 heure et quart, je n'ai pas le temps de vous dire comment, je pourrai répondre aux questions s'il y en a. Alors, voici l'histoire interne de la Terre en un schéma, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Au départ, c'est l'archéen, premier équilibre dynamique. Le manteau est chaud, les plaques sont peu épaisses, très déformables, ça va vite, les roches volcaniques sont spéciales, elles indiquent un manteau beaucoup plus chaud que maintenant, il y a peu de continents. La révolution, et puis l'époque actuelle, comme elle est, avec sa croûte abondante, etc., etc. Si je regarde l'oxygène de l'atmosphère, je peux avoir une idée de l'oxygène de l'atmosphère, toujours pareil en regardant les roches. Alors ça peut être des roches qui contiennent des oxydes de fer, comme ici, ça peut être des roches qui contiennent des sulfures de fer, et avec toutes ces roches, je peux faire des modèles géochimiques, je reconstitue la teneur de l'atmosphère en oxygène. Ça, c'est le temps qui passe, ça, c'est l'oxygène. Attention, l'échelle est logarithmique ici. Globalement, il n'y a pas d'oxygène jusque vers 3, 2,8. Ça monte, 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 monte. Puis, alors les barres d'erreur, j'ai mis les triangles verts. Puis ensuite, ça stagne, et peut-être que ça remonte ici, c'est probable. Vous voyez que les zones d'incertitude se chevauchent, donc il n'est pas exclu que ça soit plus régulier ici que ce qui est dit là. Là, il y a encore un débat. Vous voyez l'oxygène qui explose. Alors, pourquoi l'oxygène explose? Il y avait de la photosynthèse avant, hein, il n'y a pas de problème. Alors, si on regarde la variation de l'oxygène, je dis par exemple au Carbonifère, c'est ces petits machins qui sont là-haut. Hein. C'est rien du tout. Dans une échelle log, ça, c'est rien du tout par rapport à ça. Alors, si on superpose les deux courbes, celle que je vous ai montrée il y a 2 minutes et celle que je viens de vous montrer, eh ben, les deux révolutions, la dynamique interne et l'oxygène, ça colle. Est-ce que c'est un hasard hein, ou est-ce que c'est une vraie corrélation? Qu'est-ce qui aurait pu faire augmenter l'oxygène à cette époque? Rappelez-vous le cycle du carbone qu'on vient de voir. L'oxygène, il est dû à la photosynthèse, mais pas la photosynthèse toute bête, comme dit le jeune Nicolas H., c'est-à-dire les forêts et le plancton. La photosynthèse, quand une partie de la matière organique est stockée sous forme de charbon, pétrole, gaz ou tout ça. Bon, donc ça fait de l'oxygène. Imaginez que tout ne change pas. Si le volcanisme est plus important, le volcanisme va cracher plus de fer de plus de sulfure, va cracher plus de réducteurs qui adorent l'oxygène. Et donc, si le volcanisme était plus important avant que maintenant, il sortait beaucoup de pièges à oxygène, de capteurs d'oxygène. Et même si on faisait du charbon, du pétrole et tout ça, l'oxygène dégagé par les plantes devenues charbon, pétrole et tout ça, était stocké sous forme d'oxyde ferrique, d'oxyde de soufre et tout ça. Si je ralentis le volcanisme, je ralentis ce que j'ai entouré en bleu, et si toute chose égale par ailleurs, hein, je ne fais pas de révolution biologique, imaginons, même sans révolution biologique, il suffit que je ralentisse ça, et l'oxygène va monter. Il se trouve également que, j'ai dit, les continents ont vu leur surface qui explose. Or, l'altération des continents libère beaucoup plus de phosphate que l'altération, par exemple, des basaltes ou des péridotites, la roche du manteau. Or, le manque de phosphate, et le manque de fer aussi, c'est ce qui limite la vie au milieu de l'océan. S'il n'y a pas beaucoup de plancton au milieu du Pacifique, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de phosphate. Or, quand on fait exploser la surface des continents, on fait exploser l'altération des continents, donc on fait exploser la quantité de phosphate qui arrive à la mer. Alors, regardez, accroissement continental. Ça veut dire accroissement des phosphates marins. Ça veut dire accroissement de la photosynthèse marine. Ça veut dire accroissement de la biomasse marine et de l'oxygène par la même occasion. Mais l'oxygène provisoire. Parce que si, pour que l'oxygène reste, il faut accroître la biomasse fossilisée. Mais si on accroît la biomasse, on peut supposer qu'on accroît la biomasse fossilisée. Et si on accroît la biomasse fossilisée, on accroît l'oxygène atmosphérique. Vous voyez, toutes les choses sont complexes. Alors, dernière chose, encore une coïncidence, vous savez qu'il y a 3 grands règnes dans les êtres vivants, les bactéries,
les archées et les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est les êtres macroscopiques usuels, cette plante, moi, vous et tout ça. Les eucaryotes, d'après ce qu'on sait, sont apparus il y a simplement 2,7 milliards d'années. 2,7 milliards d'années, c'est le début de l'oxygène en quantité conséquente dans l'atmosphère. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une nécessité? Je laisse ça à votre sagacité, je n'ai personnellement aucune réponse. Alors il me resterait maintenant, pour le passé, il me reste 25 000, ça va, à étudier les 500 premiers millions d'années de la Terre, donc avant tout ça. Alors là, je ne vais pas le faire, ça sera pour une autre fois, parce que pour parler en 5 minutes de l'origine de la Terre et des 500 premiers millions de la Terre, d'abord, ce n'est pas ma spécialité la plus spéciale, et surtout qu'il faudrait quand même plus que 5 minutes. Alors on va surtout parler de l'avenir. Parler de l'avenir, c'est beaucoup plus périlleux que parler du passé, enfin d'un sens, parce que je peux dire ce que je veux. On critique souvent des historiens, beaucoup plus rarement des astrologues, parce que l'astrologue prévoit, puis jamais ils se trompent, ils s'en vont, hein, mais les historiens peuvent vérifier que ce n'est pas vrai ou que c'est vrai ce qu'ils disent. Alors, la première chose que je vais avoir devant vous, vous avez sans doute tous entendu parler de l'Anthropocène. L'homme modifie considérablement son environnement. Est-ce que cette modification d'environnement va laisser des traces géologiques suffisantes pour qu'on en fasse un nouvel étage, une nouvelle période géologique, de même qu'il y a un Jurassique, un Crétacé, un Carbonifère? Est-ce qu'on va faire un Anthropocène? Alors, il y a des gens qui le proposent, mais ils ne sont pas très géologues. C'est pas qu'on ne fait rien. C'est qu'est-ce que c'est qu'une période géologique? Alors, il y a plein de périodes géologiques, par exemple Jurassique, de Jurassic Park, Carbonifère, là on a fait le charbon, c'est là, l'extinction à la fin des Devoniens, c'est là. Et les périodes géologiques s'appellent quelque chose cène à partir de 66 millions d'années. Il y a le Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène, etc. Donc les gens ont dit, si on fait une nouvelle époque géologique, on va l'appeler cène, ça fera bien. Et puis anthropos, c'est l'anthropos, l'homme en grec. Alors, les géologues ont découpé le temps en tranches comme ça, quand, dans les roches, il arrive des événements qui laissent des traces suffisamment importantes et suffisamment répandues qu'on puisse voir partout et qui durent suffisamment longtemps. Donc, est-ce que ce qu'on va faire correspond à la définition qui a été faite il y a au moins 50 ans, plus de période géologique? Alors, la première époque en scène, c'est le Paléocène, commence il y a 66 millions d'années. Alors, on va se dire, c'est il y a 66 millions d'années, on va aller 66 millions d'années dans le futur. Donc, on va regarder notre époque comme maintenant, on regarde ce qui a mérité le fait qu'on passe du Crétacé supérieur au Paléocène. Alors, ça sera des géologues, et on va dire qu'est-ce qu'un géologue verrait. Alors, ça sera forcément un géologue non humain qui verra ça, parce que la durée moyenne d'une espèce de mammifère, nous sommes des mammifères, c'est à peu près 1 million d'années. Alors, dans 66 millions d'années, si on a des descendants, on aura quand même statistiquement changé 66 fois d'espèces. Ça ne sera plus nous. Je ne sais pas ce que ça sera, et il se peut très bien qu'on ne soit disparu sans descendants. Il y aura autant de différences entre nous et nos descendants éventuels dans 66 millions d'années qu'il y a entre ce mignon petit primate fossile et une des 300 espèces actuelles de primates. J'ai mis le David de Michel-Ange. Donc, je ne sais pas à quoi ressemblera dans 66 millions d'années, mais elle ne sera certainement pas comme David. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser comme trace qu'un géologue, dans 66 millions d'années, géologue venu d'ailleurs, trouverait? Alors, nos bâtiments, c'est beaucoup trop fragile. À part certains endroits comme Venise, rappelez-vous mon fil rouge de dimanche dernier, les bâtiments qui s'enfoncent progressivement, donc ils sont préservés de l'érosion, tous nos bâtiments, même celui-là, sont émergés, donc ils seront la proie de l'érosion, et dans 66 millions d'années, ils auront disparu. Donc les bâtiments, sauf certaines zones privilégiées, comme Nouvelle-Orléans, Venise. Alors évidemment, si Venise, on verra peut-être, bientôt l'Afrique va rentrer dans l'Europe, Venise sera perché au sommet d'une chaîne de montagnes, les futures Alpes, et peut-être géologues, en fouillant au sommet d'une montagne, verront le fossile du Palais des Doges, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est quand même des circonstances exceptionnelles. Alors nos déchets, par exemple les déchets de plastique. Les déchets de plastique, on dit c'est terrible, ils vont durer des siècles. C'est vrai que c'est terrible. Mais ils vont pas durer, peut-être même des millénaires pour les boîtes métalliques, les boîtes de coca. Mais pas des dizaines de millions d'années. Donc dans des dizaines de millions d'années, au revoir le plastique, au revoir le coca. Tout ça aurait été oxydé. Les molécules, les saloperies, même le Roundup,
Dans quelques millions d'années, il aura disparu. Peut-être pas dans quelques siècles. Regardez le chlordécone aux Antilles, il est là. Et il est en train de donner des cancers de la prostate pour encore bon temps. Mais dans 60 millions d'années, vous pouvez aller aux Antilles, avec votre prostate fatiguée, vous n'aurez pas de cancer, dû au chlordécone en tout cas. Donc, il y a quand même des déchets qui vont rester bizarres. C'est certains déchets industriels indestructibles. Et là, j'ai mis à côté d'un déchet d'une usine de verre au bord de la mer. Regardez les galets de cette plage. Il y a les 2 tiers des galets, c'est des morceaux de verre. C'est joli d'ailleurs. Et ça pourra, si vous recouvrez tout ça, ça fera un conglomérat à galets de verre. Ça pourrait être joli. Il y a d'autres choses qui resteront, mais ce n'est pas énorme. Et ça sera des déchets minéraux. Tous nos saloperies resteront. Alors, ce qui restera beaucoup plus, c'est la pollution par les métaux lourds. Depuis, on va dire, 3000 ans avant notre ère, l'homme se met à exploiter le plomb. D'abord pour l'argent, le plomb était un sous-produit de l'argent, et puis maintenant pour lui-même. Les Romains étaient fous de plomb. D'ailleurs, ça les a rendus un peu fous. La chute de l'Empire romain est peut-être due en partie au plomb. Regardez la production, attention, c'est l'échelle logarithmique, la production de plomb de l'humanité. Elle est vraiment montée au temps des Romains pour redescendre quasiment 100 fois entre le Romain et le Moyen-Âge. Ensuite, elle est remontée 10 000 fois depuis l'époque romaine. Et le plomb se disperse très bien dans l'atmosphère parce que la méthode, on va dire, historique d'extraire le plomb, c'était prendre le minerai de plomb, pour extraire le plomb, ou l'argent, le chauffer et tout vaporiser, surtout pour extraire l'argent. Donc ça faisait des vapeurs de plomb partout. Et depuis qu'on a inventé l'automobile et l'essence avec plomb, on mettait du plomb dans les essences. Alors il n'y a pas mieux pour faire Alors le plomb, c'est vraiment réparti partout sur Terre. On le retrouve dans toutes les glaces des pôles, dans la graisse des manchots, tout ça. Alors les glaces des pôles et les graisses des manchots auront disparu, mais les sédiments dans lesquels se dépose ce plomb n'auront pas disparu. Si on fait une petite carotte dans les sédiments, par exemple dans le golfe du Lion, on voit qu'à partir de 15 cm de profondeur, il n'y a pas beaucoup de plomb, mais depuis, il y en a beaucoup. La quantité de plomb dans les sédiments a été multipliée par 3 en 15 cm. Si ces sédiments, dans 60 millions d'années, se retrouvent perchés dans une chaîne de montagne, on dira, tiens, il y a un niveau à plomb, comme on trouve un niveau à iridium pour la limite KT. Les sédiments, justement, ils vont avoir, le géologue du futur va se demander quand même des choses. Si vous prenez toujours le golfe du Lion, on prend des sédiments d'il y a 10 000 ans, bon, ils étaient ce qu'ils étaient, normal. Et puis à partir de 3 000 4 000 ans, on verra qu'il y aura de plus en plus de sédiments. C'est l'invention de l'agriculture. L'homme déboise. Et un sol déboisé retient beaucoup moins à chaque orage les sédiments, et toutes les rivières amènent des sédiments à la mer. Donc les sédiments ici, il y aura de plus en plus de sédiments, de plus en plus grossiers à partir de l'invention de l'agriculture. Je ne vous dis pas le mal qu'ont fait les moines en défrichant, quand au XIXe siècle, avec l'explosion de la population, on a défriché, et il y a une augmentation de la quantité, de la taille des sédiments qui doit culminer, disons, autour des années 1900. Et après, les sédiments vont drastiquement diminuer en quantité. À votre avis, pourquoi? Je l'ai mis, c'est la construction des grands barrages. À partir du moment où on a fait des grands barrages, eh bien, ils retiennent les sédiments. Ça pose d'ailleurs des problèmes dans le delta du Nil, du Yangtze, etc. Donc les sédiments ont augmenté, culminé vers le XIXe siècle, et depuis l'invention des barrages, ils diminuent. Et les géologues, ils verront ces variations bizarres des sédiments contemporaines à 50 ans près à toute la surface du globe. S'ils sont intelligents, les géologues sont toujours intelligents, ils diront il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on verra notre réchauffement à nous dans 66 millions d'années? Ce ne sera pas forcément facile. Il faudra voir qu'il est plus rapide et plus important que les réchauffements qu'on a eus, par exemple, il y a 100 000 ans, etc. Et s'il arrive à bien dater ça, il verra peut-être qu'il est déphasé par rapport aux événements astronomiques. Je ne sais pas s'il y arrivera. Et puis il verra que ce réchauffement, mais c'est normal, est associé à des perturbations dans les coraux et tout ça. De bons géologues devraient pouvoir le voir, mais il faudra que ce soit vraiment de bons géologues. Alors les extinctions. Tout le monde parle des extinctions. Alors c'est terrible, les pandas, les rhinocéros, voire même les vers de terre. C'est beaucoup plus grave l'extinction des vers de terre que des pandas. Donc le WWF aurait dû mettre un lombric comme symbole et non pas un panda. Ça se fossilise assez rarement. Donc ça, c'est pas ça qui changera de période géologique. Mais il y a plein d'autres substitutions de groupes fossiles par d'autres groupes. Par exemple, je ne sais plus qui en a parlé, Hubert, je crois, les requins et les autres grands prédateurs marins qui sont en train d'être complètement surpêchés. Alors, voici des fossiles de dents de requin. Il y a plein de régions où on trouve des fossiles de dents de requin. Les gamins s'amènent à
enfin, dans le temps, leurs instituteurs, qui étaient des vrais instituteurs, emmenaient les gamins chercher des dents de requin dans les champs. Maintenant, on n'a plus le droit de sortir de l'école, alors, donc pas de dents de requin. Les balais des requins vont être remplacés par des méduses. C'est plus rare, les fossiles de méduses, mais ça se trouve. C'est un super fossile de méduse de la région lyonnaise, 150 millions d'années. Donc, je ne sais pas si on appellera ça l'Anthropocène, mais peut-être le Médusacène, parce qu'il y aura beaucoup plus de méduses qu'autre chose. Et puis surtout, il y aura une grande homogénéisation des flores et des faunes. Par exemple, avant en Australie, il n'y avait pas de mammifères placentaires. Il y avait que des marsupiaux. Il y en a encore un, oui, un kangourou sur un mouton. Mais il y aura tout d'un coup une invasion de placentaires en Australie. Il y aura une invasion de maïs, le pollen de maïs, ce faut les disent très bien, de maïs en Europe. Et partout en Europe, dans le monde, on verra un échange faunistique extraordinaire. Alors c'est déjà arrivé dans le passé, quand l'Amérique du Sud s'est mis à toucher l'Amérique du Nord, il y a plein d'animaux qui sont passés de l'un à l'autre. Ceux de l'Amérique du Nord étaient en général mieux équipés et ils ont fait passer un mauvais quart d'heure aux animaux d'Amérique du Sud. Et par exemple, les prédateurs d'Amérique du Sud sont morts et sont remplacés par les prédateurs, les jaguars et tout ça, venus d'Amérique du Nord. Eh bien, il y a donc cette homogénéisation générale. Il y en a un qui reste et l'autre qui ne reste pas. Et là, ça se verra en fossile. Mais ces perturbations sont très brèves. La durée de vie d'une espèce, mettons 1 million d'années, statistiquement. Et beaucoup moins pour les perturbations dues, par exemple, la pollution par le plomb, les métaux lourds. C'est un des métals courants, je ne parle pas des terres rares, qui, si les géologues n'en trouvent pas de nouveau, aura disparu dans 30 à 40 ans, il n'y aura plus de plomb à exploiter. Depuis 5000 ans que l'homme gratte le plomb, on aura tout gratté. Donc la couche de plomb sera forcément très mince. On ne va pas polluer au plomb pendant 1 million d'années. Pareil pour le pétrole, ça se chiffre en siècles. Donc, pétrole, charbon, gaz, etc. Dans quelques siècles, le débat c'est combien c'est quelques, 1, 2, 3, mais dans quelques siècles, il n'y en aura plus. Or, une époque géologique, en moyenne, ça dure 10 millions d'années. Donc on ne fait pas de dégâts si longtemps. Il y aura une crise anthropique, une belle, mais il n'y aura pas d'anthropocène. Donc l'anthropocène, géologiquement, c'est un mauvais contexte. Il faut parler de la crise anthropique. Et ça, elle est grave. Alors maintenant, on va raisonner, il me reste un quart d'heure, ben ça tombe très bien, voir ce qui va arriver dans l'avenir. Alors que vont faire les continents dans l'avenir? Alors on peut extrapoler, c'est de la mécanique des fluides, sachant que le manteau de la Terre est un solide, donc ça se déforme comme un liquide, mais 1 milliard de fois moins vite. Prenez l'eau d'une rivière, ça se déplace à quelques centimètres secondes. Le manteau, c'est quelques centimètres par an. Donc, vous voyez la différence de fluidité, entre guillemets, entre l'eau et le manteau. Dans 50 millions d'années, eh bien, l'Atlantique sera un peu élargi, l'Antarctique sera là. La grande différence, c'est que l'Afrique, etc., nous sera vraiment rentré dedans. Alors, s'il y a des gens qui n'aiment pas les émigrés, je ne sais pas comment ils feront. Il n'y aura plus de Méditerranée, donc il n'y aura plus de noyés en Méditerranée, c'est déjà ça. Mais bon, voilà. Et il y aura une chaîne de montagnes qui continuera. Ça, c'est dans 150 millions d'années. Alors, c'est difficile. Sans doute que l'Antarctique sera rentré dans l'Australie. L'Atlantique commence à se fermer. Il y a une belle subduction qui s'est établie là. Là, j'ai mis pour faire joli un grand épisode volcanique qui s'est mis là. Pourquoi pas? Il y en a en moyenne des épisodes volcaniques. J'ai dû le mettre ici. Un tous les 25 millions d'années. Le dernier, c'était il y a 15 millions d'années. Donc, il y en aura d'autres. Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est s'ils causeront ou non des extinctions. Celui-là, là où je l'ai mis, a priori, il n'en causera pas parce que les roches sédimentaires qui sont dessous ne sont pas pleines de saloperies. 250 millions d'années, c'est vraiment la fin de... On peut pas être... C'est difficile d'être plus prédictif après. Alors, l'Atlantique sera complètement fermé. Le problème des indépendantistes basques ou bretons sera résolu. Parce que la Bretagne et le Pays Basque seront transformés en cordillère des Andes, donc voilà, on sera tranquille. L'Afrique et l'Europe sont depuis toujours séparées. Il y a une chaîne méditerranéenne qui est là, vous voyez, toc. Il y aura encore des cols méditerranéens pour passer de France en Italie, tout ça. Voilà ce qu'on peut dire. Et sachant que les mouvements internes vont devenir de plus en plus lents parce qu'il y a quand même de moins en moins de radioactivité. Voilà. Alors, il y aura certainement eu des extinctions géologiques. En moyenne, statistiquement, mais ce n'est pas régulier, il y a une grande extinction depuis 600 millions d'années, tous les 110 millions d'années. Donc, à 250 millions d'années, il y en aura eu 2 ou 3 de plus que la nôtre.
Et la vie de l'époque, ça sera complètement modifié. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. Et face à cette certitude, on ne peut pas prévoir beaucoup plus. Pour l'externe. Alors, pour les climats, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà ce que fait le CO2 depuis 4,5 milliards d'années. A priori, en extrapolant ce qu'on connaît, il n'y a pas de raison que ça change beaucoup. Parce qu'il y aura toujours des calcaires qui se feront, etc. Donc, a priori, on va continuer à stagner dans les niveaux bas. Et ça ne va pas pouvoir baisser plus, parce qu'il n'y en a plus de CO2. 0,03%. Comme je dis toujours en rigolant, on dirait l'augmentation de salaire des fonctionnaires. On ne s'en rend pas compte. Il n'y a plus de CO2 qui peut baisser. Avant, il pouvait baisser. Maintenant, il ne peut plus. C'est embêtant. Alors, ça va poser des problèmes biologiques pour la photosynthèse, mais en général, la photosynthèse s'adapte bien. Là, le CO2, disons depuis on va dire 100 millions d'années, le CO2 a baissé. Justement, la vie a, entre guillemets, inventé, fermez les guillemets, une nouvelle photosynthèse qui est plus efficace. La vie a plus d'imagination que beaucoup de choses. Donc, voilà. Le problème, le CO2 ne pourra plus baisser, mais le Soleil va continuer à monter. Et ça, c'est grave. Parce qu'avant, le CO2 faisait plus que tempérer l'augmentation du Soleil, il était le plus fort et la température baissait. Mais là, probablement que la température va se mettre à monter. D'ici 500 millions à 1 milliard d'années, on a le temps. Mais je ne raisonne pas à l'échelle du prochain conseil d'administration ou de la prochaine élection, mais à l'échelle de la Terre. Alors, il y a des gens qui ont fait des modèles. Voici la Terre. Alors, le gros inconvénient de ce modèle, c'est qu'ils ont laissé les continents dans la même place, mais ce n'est pas grave. C'est des modèles qui sont que des modèles. Ceux qui sont intéressés par les références, alors on ne voit pas bien, mais là, vous cliquez là-dessus, vous avez les sites web où j'ai trouvé ça. Voici la Terre actuelle. D'ici 1 milliard d'années, le flux solaire sera augmenté. Voici ce qu'on peut modéliser raisonnablement. Alors, il y a encore de la vie. Hein. Il y a des animaux, des bactéries qui meurent de froid à 90 degrés. Donc, il y aura des hommes, il faudra des sérieuses mutations pour qu'on vive. Bon, de toute façon, dans 1 milliard d'années, il n'y aura plus d'hommes, mais il y aura sans doute plus d'animaux au sens animaux actuel et plus de plantes comme ça. Et puis, dans 2 milliards d'années, a priori, on va dépasser les 100 degrés. Et ça va aller assez vite parce qu'à partir du moment où l'océan est assez chaud, il y a de la vapeur d'eau qui passe dans l'atmosphère. Si la vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est un puissant gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, ça augmente l'effet de serre et le phénomène s'emballe. Dans 2 milliards d'années, la température de la Terre sera supérieure à 100 degrés et largement supérieure à 100 degrés. Alors voilà la Terre à cette époque-là. Alors là, c'est une photo que j'ai prise à Yellowstone. Il y a un seul problème, c'est que là, il y a un petit brin d'arbre qu'il faudra évidemment que j'enlève. Et voici, alors je vous pose une question, est-ce que c'est Vénus vue par la sonde Magellan ou la Terre dans 2 milliards d'années? Alors, on a vu cette photo hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Sylvain, c'était hier, je pense. Les Américains qui nous livrent ces photos ont mis un ciel très noir. Moi, je n'aime pas mettre le ciel noir sur Vénus, parce que le Vénus est couvert de nuages. Donc, j'ai mis un ciel très nuageux. Donc, ça, ce n'est pas la Terre dans 2 milliards d'années, c'est Vénus. Mais la Terre dans 2 milliards d'années ressemblera un peu à ça. La voilà, la Terre dans 2 milliards d'années, vue d'un peu loin. Bon, c'est une image, évidemment. Les fentes de désiccation ne seront pas à l'échelle d'un pays. Donc là, on est quand même mal parti. Alors, plus tard, eh bien, il y a pire. Là, a priori, il n'y a plus de vie, mais il y a la Terre. C'est déjà ça. Hein? Rappelez-vous, le maréchal Pétain, quelqu'un nous a parlé de ça hier, la Terre, etc. Donc, la Pétain sera encore content. Les orbites du système solaire sont chaotiques. Et quand on fait des simulations, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et des modèles type Jacques Lascar montrent des propriétés non nulles de collision Terre-Mars, c'est ce qui arrive par là, et des positions plus fortes de collision Terre-Vénus. Alors dans cette simulation-là, la collision Terre-Vénus va arriver dans 3 350 000 millions d'années. Alors ça va être terrible, vous avez 2 planètes de taille identique, ou presque, qui se rentrent dedans, ça va faire très mal. Et là, ça sera la fin de la Terre. Ça, c'était la fin de la vie. Là, ça sera la fin de la Terre. Ce n'est pas une certitude, c'est qu'une probabilité assez forte. Si on échappe à cette probabilité assez forte et que la Terre existe encore, oui, je dis on, comme la Terre, mieux que les rois et les papes. Et quand ils disent nous, c'est on, c'est la Terre, la planète. Vous savez que d'ici 4 à 5 milliards d'années, le Soleil va devenir géante rouge. Voici le Soleil qui devient géante rouge, et il chauffe la Terre, c'est terrible. Et voilà à quoi ressemblera la Terre. Alors il y a des grands débats internes à la communauté astronomique.
Est-ce que le Soleil englobera la Terre ou ne fera qu'être pas trop loin? Mais même s'il n'est pas trop loin, il sera suffisamment près pour que la température superficielle dépasse les 1200 degrés et que toute la Terre soit fondue, voire vaporisée. Ça sera vraiment la fin du monde qui n'a été prévue ni par les Mayas, je me rappelle 2012, ni par Madame Soleil, ni par les autres voyantes. Et c'est sur dramatique mais lointaine perspective que je vais m'arrêter. J'ai 3 minutes d'avance, je m'en excuse. Avez-vous des questions ?